On va commencer par vous, Myriam Kotias. Je vais préciser que vous êtes historienne du fait colonial, spécialiste de l'esclavage dans l'espace caribéen, et vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Université des Antilles et de Guyane. Et par ailleurs, vous avez été nommé président du Comité national sur la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Je conclus en citant deux publications, une sur Question noire, histoire de la construction coloniale, qui était parue en 2007, et enfin coécrit avec Antonio de Almeida Mendes et Elisabeth Cunin, La traite et les esclavages, perspectives historiques et contemporaines, paru en 2010. La parole est à vous. Je vous remercie. Je remercie également la Ligue des droits de l'homme de m'avoir invité pour un débat qui est passionnant, qui pose des questions qui sont essentielles, surtout actuellement, je dirais. Je voudrais partir de trois faits qui sont très différents quant à leurs acteurs et à leur statut, mais qui posent un certain nombre de questions. Le premier exemple, la première narration que je voudrais faire, se déroule lors de la 10e journée le 10 mai dernier, qui est la journée nationale pour la mémoire et l'histoire des traites, de l'esclavage et de leurs abolitions. Un représentant de l'État, alors il faut dire que ce jour-là, nous faisions la préfiguration d'un concours dont je vais vous parler ensuite, qui s'appelle La Flamme de l'égalité, qui est un concours pédagogique. Et un certain nombre d'enfants qui avaient participé à cette phase de préfiguration étaient invités. Et le représentant de l'État qui était là pour marquer la présence de l'État à cette commémoration nationale, s'arrête devant une petite fille qui était noire, bon, il faut que je le dise, et puis lui dit, écoute, voilà, mais alors, c'est très bien le travail que tu as fait, mais tu l'as fait à cause de ton histoire familiale. Et puis elle dit, non, c'est juste parce que j'aime l'histoire. C'est le premier détail que je voudrais dire. Le deuxième, c'est la deuxième citation, en fait, pour encadrer mon propos. C'est une déclaration qui a été faite par le directeur de la DILCRA. Et je vais citer ce qui a été rapporté dans le journal Le Monde. Tous les racismes sont condamnables, mais le racisme anti-arabe et anti-noir n'a pas les mêmes ressorts que l'antisémitisme dans sa violence. Je souligne dans sa violence. Il regarde avec méfiance l'éclatement de la sphère antiraciste en collectif sectoriel qu'il juge clairement communautariste. Et il cite collectif contre l'islamophobie, contre la négrophobie. Je poursuis la situation. Ils sont dans une revendication victimaire, destinée à faire reconnaître un groupe en tant que groupe. Ils instruisent le procès de la France comme étant coupable de tous les crimes, l'esclavage, la colonisation. Ils trouvent que, et c'est le préfet Clavol, trouve qu'en tant que républicain, on devrait plutôt se féliciter que la France ait aboli l'esclavage. Je vous laisse apprécier en effet. Le deuxième exemple que je voudrais porter à votre attention et aussi à votre réflexion concerne précisément le spectacle de Braille Bellé dont on vient de parler, exhibité. Alors je vais en faire une lecture qui est différente, à vrai dire, qui va plutôt insister sur la représentation que l'on a donnée.
Effectivement, la brigade anti-nécrophobie, qui somme toute est violente, mais peu nombreuse en termes de personnes, alors que autour de ce spectacle du spectacle de Vrai Ballet, il y a eu la signature d'une pétition par plus de 20 000 personnes. 20 000 personnes, dont les 3 présidentes du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Alors c'est un comité qui a pris des dénominations qui ont évolué dans le temps. C'est d'abord été le comité pour la mémoire de l'esclavage, présidé par Marie Scondé. C'est devenu le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, présidé par Françoise Vergès, pour, dans un 3e avatar, devenir le comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage que je préside. Donc ces 3 présidentes d'une structure qui est issue de la loi de 2001, par laquelle la France reconnaît que l'esclavage atlantique, dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien, est un crime contre l'humanité. Donc les 3 présidents de ce comité ont signé. J'y reviendrai plus tard. Donc ce n'est pas tant la liberté par rapport à un spectacle que je voudrais questionner là, mais c'est plutôt la représentation qui a été faite des manifestants autour de ce spectacle. Le Monde les a décrits comme des casseurs, des agitateurs violents, de nouvelles ligues de vertu, qui avaient des accents populistes dans leurs revendications. Et vous n'avez peut-être pas noté la photo qui accompagne le discours du Monde. Il est empreint de clichés. On voit, c'est une photo en noir et blanc. On voit bien sûr en premier plan des personnes noires qui sont pris en contrebas et, pour le moins qu'on puisse dire, ne sont pas à leur avantage. Donc la dimension de sauvagerie associée, qui s'est construite au fur et à mesure autour des populations noires, là est particulièrement bien exprimée, on pourrait le dire. Donc moi ce que je propose, c'est de voir en fait quel est ce que veulent dire ces signatures, donc 20 000 personnes qui ne sont pas des casseurs, pour leur majorité, qui ne sont pas des agitateurs violents, et qui n'essayent pas non plus de brider le discours et la liberté artistique. Ah bah si. Non. Non. Ce qu'ils expriment, et c'est ce que je voulais montrer, ce qu'ils expriment, je parle là des pétitionnaires. Ils ont demandé la suppression du spectacle. Hein. Yes. Oui, mais qu'est-ce qu'ils expriment? Ils expriment, à mon sens, un malaise par rapport à la question noire. Ils expriment aussi une position, enfin un sentiment qui est un sentiment d'exclusion par rapport à la nation française, qui se décline dans des périmètres très, très différents. Et, me semble-t-il, ils expriment aussi la volonté de consolider un nouveau pacte républicain qui soit déracialisé. Et j'insiste sur ce terme de déracialiser. Ce combat ne passe pas uniquement, cette position ne passe pas uniquement par le combat contre le racisme, mais il passe aussi par le refus des catégories raciales pour désigner les individus. Il me semble qu'il est nécessaire de dépasser un certain totalitarisme de la notion de race et de chercher à avoir des systèmes d'interprétation qui prennent en compte toute une série d'éléments. Et là, j'aimerais revenir pour cela à 2 points qui vont organiser mon propos. Le premier est celui de la construction des catégories raciales, sur lequel, à mon sens, on ne revient pas assez. Et sur le fait aussi que la question
des Noirs en France ou la question de l'esclavage lié à la colonisation, en fait, a toujours été pensée comme une extériorité par rapport à la France et a toujours été arrimée à cette notion qui empoisonne le débat politique et la réflexion, à mon avis, qui est celui de la repentance par rapport aux questions de l'esclavage et par rapport aux questions coloniales. Je vais donc prendre ce premier point qui est celui de la construction des catégories raciales. Pour souligner un premier élément, il faut m'arrêter parce que je n'ai pas de montre. J'en ai une et je vous arrêterai quand il le faut. D'accord, merci. Avancez, le temps passe. Donc, le premier point. Je voulais dire que les Blancs, comme les Noirs, ont été placés en opposition, qui sont placés en opposition statutaire, n'existent pas avant l'histoire de l'esclavage atlantique. Je suis historienne, je reviens sur ces éléments-là. Au XVe siècle va se jouer un changement historique majeur, qui est que l'espace méditerranéen perd sa suprématie face à l'Atlantique et la provenance géographique des esclaves est radicalement modifiée. À la multiplicité d'origines, notamment d'Europe centrale et du Nord au Moyen-Âge, puisqu'on trouve des esclaves qui sont russes, bulgares, circassiens, arméniens sur le sol européen, et substituer une quasi-unicité africaine dans les Amériques à la période moderne. La spécificité de l'esclavage et de la traite atlantique a été ainsi de racialiser le statut d'esclave, d'établir au fur et à mesure que se développait la suprématie économique du sucre de canne, produit dans les colonies des Amériques, une synonymie entre noir esclave, noir nègre et esclave. Et donc, l'expérience coloniale esclavagiste va donner une nouvelle sémantique à la notion de race, d'un marqueur d'appartenance à une famille, à un groupe, à un ensemble. Le terme a désigné des personnes ayant la même apparence physique et à l'origine le même statut social, celui d'esclave ou celui de propriétaire d'esclaves. Réciproquement, le statut social a été racialisé pour justifier et naturaliser une division sociale. La catégorie donc de noir-nègre est créée en regard de celle de blanche. Et le champ sémantique du terme de blanc s'élabore donc en corrélation avec le trafic des humains noirs, mais se fixe dans les Amériques postérieurement à celui de noir ou de nègre. L'utilisation du terme de blanc comme substantif pour désigner une personne n'est pas encore répandue avant au début du XVIIe siècle. Ce n'est qu'avec le développement des plantations des Amériques que la dimension sociale, politique, phénotypique, puis biologique du terme se fixe à partir du XVIIe siècle, simultanément dans les espaces hispanophones, anglophones et francophones. Si dans les premiers recensements des Antilles françaises, dans les années 1660, le terme de blanc est employé pour désigner les Européens libres, il ne fait de sens que localement. Issu de l'expérience coloniale, il doit ainsi être expliqué dans les métropoles. Le terme de blanc n'existe donc pas avant la période coloniale et avant l'expérience esclavagiste. En 1751, Thibaut de Champvallon, qui décrit la colonie de la Martinique devant l'Académie des sciences de Paris, se doit de préciser que les Européens qui s'y sont établis depuis 150 ans sont désignés, même ceux qui arrivent journellement, sous le nom de blancs. Et pourquoi expliquer cela? Parce que les blancs n'existent pas et donc se construisent dans cet espace-là. Et c'est donc dans l'espace colonial de la période moderne de l'Atlantique qu'une identité raciale blanche, reposant sur l'homogénéité d'un groupe à partir d'un statut juridique, libre blanc versus noir esclave,
d'un positionnement politique de dominant et d'un large pouvoir économique, s'est ainsi construite, renforcée par l'obligation faite aux Blancs de christianiser toutes les populations hérétiques. S'il est apparu qu'au début de la colonisation, les frontières de ce groupe ont été plus ou moins fluctuantes, puisque des recensements enregistrent comme Français blancs des Caraïbes, elles se sont fermées au fur et à mesure que le métissage et le droit colonial de la propriété sur les humains et les biens s'est élaboré. Que ce soit dans le système des castas, de l'Amérique espagnole, ou encore dans le classement de Moreau de Saint-Méry sur Saint-Domingue, la pureté du sang blanc, garantie par la réputation au sein de la société coloniale, jouait comme preuve du statut de libre et comme accès direct au statut de propriétaire. Si la couleur noire établissait une présomption de servilité, la couleur blanche fondait la possibilité de possession de biens humains. Réciproquement, toute suspicion envers un individu d'être noir ou métissé de noir le rendait susceptible d'être réduit en esclavage ou l'obligeait au moins à prouver son statut de libre. Et donc historiquement, la race blanche, tout comme la race noire, se superpose au champ d'action politique et idéologique de la colonisation européenne. Les acteurs de la première colonisation se sont appropriés ces catégories raciales, ainsi que leurs interlocuteurs directs appartenant au monde colonisé. Les populations des métropoles, elles, l'ont connu progressivement, avec le développement de l'école laïque et obligatoire, grâce à laquelle des enfants de plus en plus nombreux lisaient les récits des expéditions au sein des continents non européens. Et la résorption de l'analphabétisme par l'école avait donc une conséquence paradoxale, celle de diffuser toutes ces représentations de la race et de ces inégalités de la race. Ces inégalités entre les races, qui vont être bien sûr consolidées au XIXe siècle par l'école d'anthropologie, par exemple, de Paris, et des expériences scientifiques sur cette inégalité des races. Ainsi, associé au pouvoir absolu et à la violence, malgré des contre-exemples étudiés par l'historiographie du XXe siècle, que ce soit les Irlandais en Angleterre qui, au XIIIe siècle, n'étaient pas considérés comme étant de sang libre, ou les petits blancs des Antilles, l'idéologie de la supériorité raciale s'affirme, surtout à la fin du XIXe siècle, dans la période impériale de l'Europe. La hiérarchie linéaire des races est fixée, et dans l'échelle des êtres, le blanc est placé en son sommet, chargé d'assurer le progrès universel et d'apporter la civilisation à l'humanité. Signe d'un pouvoir absolu en termes globaux et non pas en termes d'expériences individuelles qui ont été plurielles et diverses, la blancheur a été aussi présentée comme un devoir moral dont Rudyard Kipling s'est fait l'écho en 1899 dans un poème plus connu pour son titre que pour son contenu, Le fardeau de l'homme blanc. J'en arriverai très rapidement à mon deuxième point qui va être une forme de conclusion. Puisque je vais récupérer en fait les représentations qui continuent à circuler dans l'ensemble de la société, pour dire que de façon insidieuse s'est imposée l'idée que la France était organisée par des oppositions raciales, blanc contre noir, ou religieuses, en l'occurrence des euphémisations de la race, et que le débat autour de la mémoire de l'esclavage par des politiques et certains intellectuels a été polarisé autour de la dénonciation de la repentance qui est demandée par certains groupes liés à l'histoire coloniale.
Ce rapport moral à l'histoire n'a pas été assez interrogé. L'affirmation que la France n'avait pas à se repentir consolidait l'idée que la France était blanche. En effet, vers qui se tournait cette injonction de non-repentance, si ce n'est à une communauté nationale, en filiation directe avec les anciens maîtres blancs des esclaves noirs? Si cette filiation n'est que fictive pour la plus grande partie de la population française, elle lui permettait cependant d'adhérer à cette image de dominant. Et j'achèverai par cela, c'est bien cela qui combat des esclaves pour la liberté et l'égalité permet de repenser les valeurs républicaines et permet de repenser également les valeurs de la démocratie. Merci.